Le rugissement du moteur diesel V2K d'une tonne déchire les tympans. L'échappement bleuâtre agresse les narines, mêlant son âcreté à l'odeur du caoutchouc brûlé et de la terre grasse, labourée par les chenilles. L'automne 1941 écrase tout sous un givre glacial. Les lourds patins malaxent la bouillie noire d'une route défoncée. C'est la retraite. Tout autour s'étend un cimetière de ferraille déchiquetée. Des carcasses de camions calcinés barrent la voie. Des tourelles de chars légers, arrachées par les explosions, pourrissent dans les fossés profonds. L'infanterie qui décroche s'écoule en une masse grise sur les bas-côtés, sans lever ses yeux fiévreux vers l'acier fracassant. À l'intérieur du compartiment de combat du monstre de 47 tonnes, l'air est vicié, chargé du souffle saccadé de 5 hommes épuisés. 3e jour de marche ininterrompue. Les visages des tankistes sont noirs de suie incrustée. Le pilote mécanicien est cramponné au levier de direction, les doigts blanchis par la tension. Ses yeux sont injectés de sang. Ses paupières s'affaissent sous le poids d'un manque de sommeil chronique. Chaque passage de vitesse récalcitrante se fait au prix d'un craquement des articulations de l'épaule et d'un jurant étouffé entre les dents serrées. Les mouvements sont dénués de conscience, un automatisme animal. Le mécanisme dévore les forces humaines, exigeant un tribut permanent. Dans les écouteurs du serre-tête râpé du chef de char, l'électricité statique crépite brutalement. La radio se noie sous une panique lointaine et des bribes d'ordres étrangers. À travers les parasites denses, la voix brisée du commandant de bataillon parvient à percer. 13e, halte. Le chef de char avale une boule sèche dans sa gorge. Son pouce presse l'alternat. Reçu. Tu tiens le carrefour près de la colline. Derrière toi, c'est le seul pont. La division décroche. Tu tiens jusqu'au passage des colonnes de l'arrière. Fin de transmission. Un arrêt de mort. Le constat impitoyable d'un fait. Personne sur les ondes ne promet de renforts imminents. Personne ne garantit d'appui d'artillerie. La radio claque et s'éteint définitivement, laissant l'équipage seul avec le fracas des mécanismes. Le chef de char arrache le serre-tête de sa tête en sueur. Il jette un regard pesant sur le tireur. Celui-ci dort les yeux ouverts, l'épaule appuyée contre l'imposante culasse du canon de 76 mm ZIS-5. Le chargeur manipule machinalement les douilles en laiton des obus perforants, ses doigts usés jusqu'au sang par le métal. « Coupe le moteur !» croasse le chef de char, couvrant le bourdonnement du diesel. Le pilote réduit brutalement le régime. Le diesel tousse lourdement, crache une bouffée de suie épaisse par les tubulures et se tait. Le silence qui s'ensuit frappe les tympans plus fort que les explosions. À la périphérie, à environ 5 km à l'ouest, l'artillerie lourde allemande tonne méthodiquement. Les obus labourent les positions abandonnées par l'infanterie. L'ennemi est au talon. L'étau se resserre. « On est arrivé », dit le chef de char en repoussant le panneau d'acier de la tourelle. L'air glacial de l'automne s'engouffre dans les entrailles brûlantes du char, imprégné de sueur. On prend position. On laisse passer la colonne. Nous, on reste ici. Le pilote lève lentement ses paupières lourdes. Dans son regard terne, aucune panique. Seulement la fatigue de plomb, inébranlable, d'un homme qui n'a physiquement plus nulle part où reculer. « On doit tenir combien de temps ?» demande sèchement le tireur, essuyant d'un geste habituel l'oculaire trouble du viseur télescopique avec un chiffon huileux. « Jusqu'à ce qu'on crève. Ou jusqu'à ce qu'il crève, répond le chef de char en sautant lourdement sur le blindage humide. Ses bottes de soldat glissent dangereusement sur l'huile répandue.
Le char lourd KV1 s'immobilise sur une petite éminence près de la route de terre. Un secteur de tir idéal pour le carrefour. Mais la machine est absolument seule. Devant, l'armada inéluctable des corps motorisés de la Wehrmacht. Une machine de destruction parfaitement huilée, roulant impitoyablement vers l'est. L'équipage s'extrait lourdement à l'extérieur. Leurs jambes se dérobent de faiblesse. Le chargeur tombe à genoux, directement dans la boue liquide, buvant avidement l'eau trouble d'une ornière profonde. Le pilote sort une masse de la caisse à outils. Il longe le flanc, frappant méthodiquement les axes des patins de chenille. Le métal résonne sourdement, de manière menaçante. La machine exige un entretien pour lequel il n'y a plus de force. Le galet tendeur droit lâche, constate le pilote en crachant de la poussière noire. Le tendeur a sauté. La chenille va déchausser au premier virage brusque. Répare. On a jusqu'à l'aube, tranche le chef de char sans tourner la tête. Autour du char pèse un silence épais, déchiré par le vrombissement lointain de moteurs étrangers. Les patrouilles de reconnaissance allemandes tâtent les flancs vides. Quelque part derrière la lisière de la forêt, une fusée éclairante monte en sifflant, inondant d'une lueur blafarde les carcasses de matériel brisé sur le bas-côté. Ce matériel abandonné est un diagnostic impitoyable. Le système de ravitaillement s'est effondré. Pas de carburant, pas d'obus de réserve. Leur KV1 est une anomalie technique sur ce secteur du front. Une machine parfaitement en état, avec une dotation en munitions intacte. Une erreur dans la froide mathématique des défaites de cet automne. Le chef de char examine attentivement l'imposante plaque de blindage frontal de sa machine. 75 mm d'acier laminé homogène. La fierté de l'école soviétique des chars lourds. Pour les canons anti-chars allemands standards de 37 mm, c'est un obstacle absolument infranchissable. Les obus ricochent dessus. Mais le lieutenant a lu les rapports de renseignement. Les Allemands ont amené des canons anti-aériens de 88 mm en tir direct. Ces pièces percent le blindage vanté du KV de part en part à 1 km de distance. Un impact direct d'un obus perforant transforme instantanément l'équipage, à l'intérieur de l'habitacle exigu, en une bouillie sanglante, mêlée d'éclats de blindage brûlants. Le regard du chef de char balaie le terrain. Il s'accroche à la carcasse d'un char T-26 déventré par une explosion dans un fossé profond. À côté, se trouve un tracteur de dépannage abandonné. Dans la benne, un poste à souder de campagne. Le générateur semble intact. Les lourdes bouteilles de carbure sont solidement fixées. Des bobines de câbles encrassées traînent dans la boue. Dans le cerveau fiévreux du lieutenant, un schéma technique naît instantanément. L'instinct primitif de survie évince rapidement la fatigue paralysante. Personne n'a l'intention de mourir sur ce carrefour pour rien. Le vent forcit, jetant des grains de givre au visage. La nuit promet d'être longue. La guerre efface le temps, ne laissant que la mission. Écoutez mes ordres. La voix du lieutenant perd soudain son enrouement. Elle devient ferme, métallique. La torpeur est balayée. On dépouille les morts de leur blindage. Le pilote se fige, la masse levée pour frapper. Il tourne lentement sa tête lourde vers le chef de char. Ses yeux se rétrécissent. « Chef, pourquoi ? On pèse déjà 47 tonnes sur le papier. Les réducteurs latéraux vont péter, c'est sûr. La transmission va cramer à la première ornière. On ne bougera plus d'ici. Si on attend que les 88 se déploient, on cramera nous-mêmes, juste ici. Ouvre le générateur du tracteur. Apportez les chalumeaux et les câbles. On va souder des écrans. »
Le pilote pose silencieusement la masse dans la boue. Il crache, se tourne vers le tracteur abandonné. L'instinct d'obéissance l'emporte sur les lois de la physique. Le travail commence. Le câble s'est tendu comme une corde de guitare. Un brin d'acier a lâché. Un coup de fouet a déchiré l'obscurité. L'extrémité du câble a cinglé le visage du chargeur. Le sang a inondé son œil gauche. Il s'est essuyé sans un mot avec sa manche sale, a craché une salive visqueuse sur la terre gelée. « Tire !» a grogné le pilote entre ses dents serrées. Le générateur rouillé du tracteur abandonné a basculé par-dessus le bord avec un fracas métallique et s'est écrasé dans la fange noire. 4 hommes exténués se sont arc-boutés sur le lourd bâti. Les muscles ont craqué sous la tension extrême. Les semelles des bottes usées glissaient sur l'argile gelée. Ils traînaient l'engin intransportable vers l'arrière de leur machine. Chaque mètre de chemin leur coûtait des années de vie. Le vent s'engouffrait sous les vareuses brûlées, refroidissant instantanément la sueur sur leur dos. La flamme acétylénique s'est enfoncée avec un rugissement furieux dans l'acier mort du char léger gisant dans le fossé. Une gerbe d'étincelles aveuglantes a frappé le ciel noir. Le pilote découpait la plaque frontale. Des gouttes de métal en fusion brûlaient sa combinaison en toile, s'incrustaient dans sa peau. Il ne bronchait pas. Sa conscience s'était réduite à la taille de la flamme coupante. Une douleur aiguë lui brûlait l'épaule, l'empêchant de sombrer dans un évanouissement salvateur. Le morceau de blindage découpé a lâché ses charnières. L'impact au sol a fait tressaillir la terre sous leurs pieds. 280 kilos de poids mort. « Prenez les baramines, on soulève !» Le chef de char a enfoncé une épaisse barre d'acier sous le bord de la plaque de blindage. Il a pesé de tout son corps. Le métal a grassé. « Faites rouler les billots !» a-t-il crié à travers les hurlements du vent. Il faisait rouler la plaque au bord brûlant vers leur char. Leur respiration était devenue un sifflement humide et saccadé. Leur poitrine brûlait par manque d'oxygène. Chaque mouvement consumait les dernières réserves de leurs organismes épuisés. Ils traînaient cette charge uniquement à la force des nerfs. Ils ont hissé la plaque contre le flanc de la tourelle. Le chef de char a levé la lourde masse, enfonçant entre le blindage d'origine et la plaque rapportée un épais patin de chenille brisé. Le fracas du coup a résonné sur le carrefour. « Soude directement dessus !» Le pilote a abaissé son masque de protection. « Ça va s'arracher au premier impact. La soudure ne tiendra jamais une masse pareille, » a-t-il constaté sèchement. « Ça s'arrachera, mais la lame d'air absorbera l'impact. Le vide cassera l'inertie de l'obus. Soude !» La froide logique de la survie brisait les manuels d'usine. Le chef de char créait un espace d'air. Il transformait le blindage homogène en un blindage espacé. L'énergie cinétique de l'obus perforant devait s'enliser dans ce vide, se fragmenter sur la première plaque et perdre sa force de pénétration. Cette construction multicouche représentait un triomphe d'ingénierie né en enfer. L'arc électrique a jailli. Le crépitement de la soudure a couvert la canonnade lointaine. Le pilote menait le cordon. Le masque était fendu sur l'arête du nez. La fumée âcre des électrodes en fusion brûlait ses yeux irrités. La lumière aveuglante brûlait ses rétines. Ses mains tremblaient sous le surmenage. Le cordon se posait grossièrement, liant à mort le métal étranger à la tourelle. Soudain, le générateur a étouffé. Le diesel a toussé une fumée noire et s'est arrêté. L'arc s'est éteint. Des ténèbres d'encre
ont instantanément serré les gorges. Un silence assourdissant a frappé les oreilles. Plus de carburant, a expiré le chargeur, se laissant glisser d'épuisement le long de la chenille dans la boue. À ce moment, le ciel à l'ouest s'est éclairé. Une fusée éclairante allemande est montée en sifflant. Une lumière blafarde et mortelle a inondé le carrefour. L'ennemi tâtait les approches. « À terre !» a ordonné le lieutenant. Ils se sont écrasés, face contre terre, dans la fange glacée. Leur cœur cognait contre leur côte, menaçant de briser leur cage thoracique. La fusée s'éteignait lentement sous son parachute. S'ils étaient repérés maintenant, ils seraient pilonnés par les mortiers dans la minute. « Il y a du gasoil dans le camion !» a chuchoté le pilote. Il a rampé sur le ventre à travers la route. La boue s'enfonçait dans son nez, se glissait sous son col. Arrivé à la camionnette brisée, il a arraché une durite en caoutchouc du moteur. Il l'a enfoncée dans le réservoir percé. Il a aspiré le carburant glacé à la bouche. Le liquide lui a brûlé la gorge, a pénétré dans ses poumons. Son estomac s'est retourné dans un spasme violent. Le pilote a craché la mélasse âcre sur sa botte, bouchant la durite avec son doigt. Il a versé le précieux liquide dans un seau. 5 minutes plus tard, le générateur rugissait de nouveau. La soudure a repris. Plaque suivante, sur le flanc gauche. Il traînait un autre morceau de fer sur le blindage incliné. Le chargeur a trébuché. Sa botte a glissé sur le métal mouillé. Les 280 kilos d'acier ont brusquement basculé. La plaque est partie vers le bas. « Retiens-la !» Les doigts du pilote se sont retrouvés coincés entre la caisse et l'écran qui tombait. Craquement des articulations. Une douleur sauvage, aveuglante, a traversé son avant-bras. Il a arraché sa main au dernier moment. Sur l'index, la peau a été arrachée jusqu'à la chair. Le sang chaud a goûté sur le blindage glacé. Le pilote a rugi, serrant sa main sous son aisselle. « Serre ça avec un chiffon !» a tranché le chef de char, sans lâcher la barre à mine qui retenait la plaque inclinée. « Continue de souder, on n'a plus le temps !» Le pilote a enveloppé le massacre sanglant avec un linge sale. Il a saisi le porte-électrode de la main gauche, la scène. L'électrode a jailli de nouveau. Les étincelles volaient au visage. Le matin s'étalait comme une pourriture grise à l'horizon. La température était tombée sous zéro. La boue sur les chenilles s'était figée en une gangue de glace monolithique. L'équipage se tenait près de la machine. Personne ne pouvait lever les bras à cause de l'épuisement musculaire. Ils avaient fixé 6 plaques de blindage. Le char était couvert d'excroissances hideuses et grossières, portant les traces de la découpe au gaz. Un morceau de métal mutilé. Les cordons de soudure refroidissaient, émettant des claquements secs dans l'air gelé. La géométrie du piège était ajustée au millimètre. Le traquenard attendait sa victime. La fatigue n'existait plus. Il ne restait que l'adrénaline brûlante et la pulsation du sang dans les doigts déchirés du pilote. Un brouillard matinal épais se dépose sur la terre labourée par les chenilles. La température chute bien en dessous de zéro. Un froid pénétrant traverse l'épais blindage du char. Le métal se couvre d'une buée glacée. À l'intérieur du compartiment de combat étroit, le souffle court de 5 hommes gèle. Le pilote mécanicien est assis, immobile, sur son siège rigide. Il presse fermement sa main gauche mutilée contre sa poitrine. Le chiffon sale sur la plaie béante est imprégné d'une croûte brune et dure. Une douleur sourde et pulsatile frappe ses tempes au rythme du fer qui refroidit. Le silence pèse sur les tympans enflammés plus lourdement qu'un bombardement d'artillerie. La terre commence à vibrer de manière imperceptible. Au début, ce n'est qu'un léger frémissement au bout des doigts serrant les poignées d'acier des leviers. Puis, le son prend de la densité
et du volume. Le ronronnement régulier et repu des moteurs à essence Maybach s'amplifie. L'ennemi arrive pile à l'heure. La ponctualité allemande ne fait pas défaut, même dans la boue d'une retraite automnale infinie. Le brouillard s'effiloche en lambeaux gris et sales. L'optique du périscope accroche des silhouettes sombres. 3 chars moyens PZ-3 avancent en un coin régulier sur la route défoncée. Derrière eux, un camion à 3 essieux rampe lourdement dans l'ornière profonde. La benne est bondée de fantassins en capote gris de souris. La distance est exactement de 800 mètres. Les canons des chars allemands sont abaissés, au repos, en position de marche. Un Oberleutnant de la Wehrmacht sort de la coupole de commandement jusqu'à la taille. Dans l'optique claire de ses jumelles, il ne voit qu'un carrefour désert et abandonné, et un tas de ferrailles brûlées et mutilées sur le bas-côté. Les écrans d'acier artisanaux, grossièrement soudés sur le char lourd soviétique, se confondent totalement avec les carcasses de matériel détruit. Un camouflage géométrique idéal, né du chaos de la retraite. À l'intérieur de la boîte brûlante, l'air se comprime comme un ressort invisible et tendu. Le chargeur serre la douille de laiton froide d'une lourde cartouche unitaire jusqu'à en avoir les articulations blanches. Une sueur froide et acide lui inonde les yeux, rongeant sa peau. Cible en vue, proie boîte, infanterie motorisée, constate sèchement le tireur. Il plaque son œil droit contre l'œilleton en caoutchouc froid du viseur télescopique. Distance. La voix du chef de char résonne sourdement, comme le craquement d'un câble de remorquage qui rompt. 700. On attend. On tape de front. En route. Le pilote mécanicien a exactement 1 seconde pour agir. Il n'y a absolument nulle part où fuir. Derrière se trouve le seul pont intact et les colonnes en retraite de leur propre infanterie épuisée. La retraite deviendra immédiatement un carnage si ce rempart d'acier s'effondre. Les doigts de sa main droite valide se posent sur le commutateur du démarreur électrique. Sa main gauche mutilée glisse sur le métal froid du levier de l'embrayage principal. Du sang frais et chaud tache l'acier. Une douleur aiguë traverse son corps épuisé jusqu'à la colonne vertébrale. Le pilote serre les mâchoires jusqu'à faire grincer l'émail. Une secousse. Le diesel V2K d'1 tonne explose instantanément dans un rugissement assourdissant et furieux. Les 12 cylindres s'abreuvent avidement de carburant. Les larges pipes d'échappement recrachent avec force dans le matin givré un nuage épais et impénétrable de fumée bleuâtre. La terre tremble sous la vibration monstrueuse du mécanisme revenu à la vie. La machine de 47 tonnes rejette d'un coup son camouflage de métal mort. La carapace de plusieurs tonnes s'élance brusquement vers l'avant. Les larges chenilles d'acier broient le sol gelé avec un fracas métallique. Le KV-1 brise les buissons givrés de sa cachette dans un craquement sec. La masse massive écrase l'affût abandonné d'un canon anti-char soviétique comme une crêpe. Le char solitaire déboule agressivement en plein centre du carrefour. La collision frontale devient un fait inévitable. Les voies de repli ont été coupées par les propres décisions du chef de char. La colonne allemande tressaille sous le choc. L'Oberleutnant sursaute de tout son corps et lâche ses jumelles à l'intérieur de la trappe. La distance se réduit à toute allure. 500 mètres. 400. L'imposante tourelle du char soviétique pivote avec souplesse. Le moteur électrique de l'entraînement de tourelle hurle sous l'effort. Le tireur accroche dans le réticule de son viseur la tache grise du véhicule de tête allemand. Le canon court ennemi
commence à pivoter vers eux par saccades brusques et nerveuses. Les Allemands ne s'attendaient absolument pas à rencontrer un monstre d'acier totalement opérationnel au cœur des arrières d'une armée en déroute. Le chargeur engage avec un fracas métallique un lourd obus perforant dans la culasse du canon. Le lourd bloc de culasse à coin se referme avec un claquement sonore. Le mécanisme frôle les doigts du soldat à 1 millimètre du bord d'acier. « Prêt !» hurle le chargeur, se déchirant les cordes vocales. Son cri se noie instantanément dans le vacarme du diesel tournant à plein régime. Le pilote balance la lourde machine d'un côté à l'autre. Le rythme saccadé du mouvement brise la ligne de mire des tireurs ennemis. Le rugissement du moteur étouffe toute pensée humaine. Dans l'espace clos du compartiment de combat, il ne reste que le réflexe pur. « Celui de tête, halte-feu !» ordonne brusquement le lieutenant. Le char pique brusquement du nez. Le pilote écrase les pédales de frein de toutes ses forces restantes. La masse de plusieurs tonnes s'immobilise pour une courte seconde. Les larges patins s'enfoncent profondément dans la boue automnale gelée. Les puissants ressorts d'acier des balanciers se compriment dans un gémissement long et plaintif. « Feu !» Le tireur écrase la pédale de tir. L'espace étroit à l'intérieur de la tourelle explose instantanément dans un éclair orange aveuglant. Le recul monstrueux de la pièce de 76 mm projette la lourde culasse vers l'arrière dans un choc foudroyant. Le massif boulet d'acier déchire l'air humide du matin avec un hurlement sauvage. Un nuage étouffant et dense de gaz de poudre âcre s'engouffre dans le compartiment de combat. L'air devient toxique. Le chargeur s'étouffe dans une toux convulsive, mais ses mains noires cherchent déjà le prochain obus dans le râtelier. À une distance de 300 mètres, rater est physiquement impossible. L'obus perforant soviétique, doté d'une énergie cinétique phénoménale, percute de plein fouet le blindage frontal du char de tête allemand. L'explosion broie l'acier croupe comme une feuille de carton mouillé. La tourelle de la machine allemande est arrachée de son chemin de roulement par le choc de la détonation interne des munitions qui s'enflamment. Une immense gerbe de flammes rugissantes jaillit des trappes ouvertes. Le piège s'est refermé définitivement. Les deux machines ennemies restantes font pivoter fébrilement leurs canons pour la riposte. L'infanterie allemande s'éparpille comme des grains gris, depuis la benne du camion, vers les fossés de la route pour échapper aux éclats. Le broyage méthodique et sanglant de la colonne commence. Le pilote tire de nouveau sur les leviers récalcitrants. Le KV-1 s'élance dans un rugissement, réduisant à toute allure la distance jusqu'à une limite suicidaire. L'impact. Un tintement assourdissant, déchirant les tympans, comme celui d'un bourdon gigantesque, frappe les nerfs à vif. Le premier obus perforant allemand de 50 mm percute la projection frontale du char soviétique dans un sifflement écœurant. Le temps se contracte en une boule compacte. Le boulet ennemi fracasse la première couche de blindage artisanal. L'énergie cinétique monstrueuse s'éparpille en un éventail d'éclaboussures d'acier brûlant dans le vide de la lame d'air. Le noyau de tungstène grince contre la plaque principale de 75 mm et ricoche impuissant dans la boue gelée. Le calcul d'ingénieur du lieutenant passe l'épreuve de la mort. Le bouclier multicouche fonctionne. Les lois de la physique brisent l'optique allemande. À l'intérieur du compartiment de combat, la peinture blanche s'écaille des parois sous l'effet de l'onde de choc. Une épaisse fumée de poudre remplit instantanément l'espace étroit.
L'équipage est assourdi par le changement de pression. Du sang sombre coule en minces filets de leurs nez et de leurs oreilles. « Vivant !» hurle le chef de char, couvrant le sifflement infini dans sa tête. « Entier !» croasse le chargeur, crachant une salive rose sur le plancher de fer. Les 2 chars moyens allemands survivants s'écartent fébrilement. Ils prennent la cible lourde en tenaille. La distance tombe rapidement à 200 mètres. Le massacre méthodique, industriel, commence. Toutes les 10 secondes, de nouveaux obus perforants percutent la tourelle et les flancs. Éclairs, fracas, grincement du métal qui se déchire. Le char tressaille sous les impacts directs continuels. La machine de 47 tonnes vibre comme une chair vive sous les coups d'une masse. Un autre boulet de 50 mm frappe exactement à la jointure de la fente de vision du pilote mécanicien. L'obus s'enlise dans le patin soudé, mais la force monstrueuse de l'impact arrache les rivets d'acier internes. Le bloc de verre épais du triplex vole en éclats, se transformant en centaines de lames acérées. La bouillie sanglante frappe le pilote en plein visage. Les éclats de verre s'enfoncent profondément dans ses joues, lui entaillent le front. Il ferme instinctivement les yeux avec ses mains. Le sang chaud inonde instantanément le col de sa vareuse brûlée. « Pilote !» s'époumonne le lieutenant. Les yeux sont intacts, gémit sourdement le conducteur. Il détache ses paumes tailladées de son visage. Le sang inonde le tableau de bord. À travers un voile écarlate, il ne distingue que les contours flous des leviers de direction. Sa main gauche, broyée, glisse sur le métal. Il se cramponne aux commandes d'une poigne de fer. L'état de choc cède le pas à l'instinct. « Tourelle à droite! Perforant !» Le moteur électrique hurle sous l'effort. Le mécanisme de rotation de la lourde tourelle tourne au maximum de sa capacité. Le tireur accroche le flanc gris d'un blindé allemand dans le réticule de son optique. « Prêt !» Le pourvoyeur engouffre la lourde douille en laiton. Le claquement de la culasse à coin scande les secondes. « Feu !» Le canon crache une longue gerbe de flammes. Le recul plaque violemment la culasse massive contre les butées. Le char allemand sur le flanc droit s'embrase comme une torche. L'obus soviétique transperce sans peine le mince blindage latéral de 30 mm, provoquant la détonation instantanée des réservoirs. Une colonne de feu jaillit vers le ciel gris. L'équipage ennemi brûle vif à l'intérieur de la carcasse incandescente en quelques secondes. Mais le combat ne s'arrête pas. Le dernier char allemand maintient un tir nourri, rejoint par les pièces anti-chars rescapées de l'infanterie. Les canons de 37 mm martèlent un déluge ininterrompu de projectiles. Une grêle de plomb tambourine sur la cuirasse. La température dans le compartiment de combat clos grimpe inexorablement. L'air est irrespirable. L'extracteur ne parvient plus à évacuer la fumée épaisse et toxique. Le pourvoyeur travaille par pur réflexe. Ses mouvements deviennent saccadés, convulsifs. Il étouffe dans les vapeurs délétères. Ses mains sont en sang, les ongles arrachés contre le métal. Un nouvel obus glisse de ses doigts moites et affaiblis pour s'écraser sourdement sur le plancher. « Obus !» rugit le tireur. « Vide !» Le pourvoyeur s'effondre lourdement à genoux, tâtonnant de ses mains tremblantes dans les casiers vides. Plus de perforant, rien que de l'explosif. Un nouvel impact d'une force monstrueuse ébranle la tourelle. Un cordon de soudure artisanale craque. L'une des plaques de blindage rapportées s'arrache dans un grincement sinistre et s'abat avec fracas sur le sol gelé. Le blindage d'usine, vulnérable, est mis à nu. Les pointeurs allemands repèrent aussitôt la brèche.
Les obus de rupture suivants se groupent avec précision. Le recul du canon, hurle le tireur entre deux quintes de tout. Le liquide a fui. Le récupérateur est foutu. Le tube est bloqué à fond en position arrière. Tirer est physiquement impossible. Le moindre coup de feu ferait exploser la culasse à l'intérieur de la tourelle. Les obus explosifs ne sont plus qu'un poids mort inutile. L'engin a perdu ses crocs d'acier. Pièce hors de combat, rapporte le tireur. Constat laconique de la fin. L'ennemi poursuit son exécution à bout portant. Le lieutenant prend une décision instantanée. S'arrêter maintenant, c'est fort preuve d'une faiblesse fatale. Les Allemands s'approcheraient au contact pour poser des mines magnétiques. « Fais pivoter la tourelle !» ordonne le chef de char. « Pilote, avant-arrière, ne reste pas statique !» Le tireur épuisé pèse de tout son corps sur le volant de pointage manuel. La commande électrique a grillé depuis longtemps sous la surcharge. La tourelle, dans un long gémissement, commence à ramper vers les positions allemandes. Le tube vide et inerte s'aligne avec précision sur l'ennemi. L'équipage continue de simuler sa capacité de combat. Le pilote, aveuglé par son propre sang, tire les leviers vers lui. Le diesel rugit. Le char bondit d'1 mètre en avant, puis recule dans un fracas de ferraille. Les chenilles brassent la boue, empêchant les artilleurs ennemis d'ajuster les galets de roulement. Le carrousel sanglant à l'intérieur de la boîte brûlante se poursuit sans relâche. Ils perdent l'ouïe, étouffent, se vident de leur sang. Mais la machine morte continue de bouger, dressant son canon inutile à la face de la mort qui avance. Les obus de rupture frappent à bout portant. La distance se réduit à 50 mètres. Portée de tir au pistolet. Les obus ennemis de 50 mm s'écrasent contre les écrans rapportés avec le fracas d'un train de marchandises qui déraille. L'ingéniosité des concepteurs continue de sauver des vies. L'espace d'air dévore avidement l'énergie cinétique des noyaux de tungstène. Les obus ne percent pas le blindage principal. Ils ne laissent que des cratères profonds et déchiquetés dans les plaques artisanales. Le métal gémit longuement sous la pression monstrueuse, mais encaisse le choc. La mathématique de guerre allemande est mise en échec. Les officiers de la Wehrmacht perdent leur sang-froid devant l'impossible. L'engin lourd encaisse des dizaines de coups au but et continue de montrer les dents. L'infanterie motorisée se terre dans la boue automnale gelée. Une peur animale, primaire, paralyse les assaillants. Une grêle de rafales de mitrailleuses érafle la peinture de la tourelle. Le plan ordinaire est impuissant face aux 75 mm d'acier homogène soviétique. L'ennemi le comprend. La panique brise la discipline. Les soldats s'enterrent dans les ornières, tentant de se fondre dans le sol. À l'intérieur de la carcasse de 47 tonnes, c'est un enfer clos. La température grimpe en flèche vers les 50 degrés. Le blindage brûlant irradie la chaleur accumulée par les explosions. Le ventilateur d'extraction a été arraché de ses fixations par un impact direct sur le toit. L'air se transforme en une mélasse épaisse et étouffante. Le mélange de résidus de poudre, de gasoil pulvérisé et de sueur ronge les muqueuses. L'oxygène se consume. Chaque mouvement exige un effort surhumain. Des voiles noirs réduisent la vision à un point étroit et puissant. « Infanterie! Il contourne par le flanc droit !» expire le chef de char d'une voix rauque, plaquant son front ensanglanté contre l'œilleton en caoutchouc du périscope. À travers le verre trouble et criblé d'éclats de l'épiscope, il distingue des silhouettes grises.
Une dizaine de soldats en capote gris souris se ruent vers l'angle mort du char par bonds saccadés. Les Allemands serrent des grenades et de lourdes mines magnétiques. La tactique change. Si les canons sont impuissants, l'explosif prend le relais. Ils veulent s'approcher au contact, balancer une charge sur la plage arrière ou briser une chenille. « Mitrailleuse! Chargeur !» rugit le lieutenant, s'arrachant les cordes vocales. Le pourvoyeur tombe à genoux sur le plancher jonché de douilles. Dans l'obscurité, il tâtonne pour saisir le lourd disque de la mitrailleuse coaxiale d'été. Ses mains tremblent. Ses doigts glissent sur la sueur et le sang. Le métal brûle sa peau à vif. Il soulève le chargeur de 6 kilos, l'enclenche dans le boîtier jusqu'au déclic métallique. Le chef de char pèse de tout son poids sur la culasse de l'arme. Son pouce écrase violemment la détente. Le compartiment de combat est secoué par un tremblement sec et hargneux. Le canon de la mitrailleuse crache un jet continu de plomb. Une traînée de feu transperce la brume matinale. Une rafale meurtrière s'abat sur l'infanterie. Les balles traçantes éventrent la terre gelée, déchirent le drap des capotes, broient les os. 2 Allemands s'écroulent, fauchés net. Les autres se jettent au sol en panique, rampant derrière les carcasses calcinées. L'assaut se noie dans le sang. Mais l'ennemi riposte. Une grêle de balles de pistolets mitrailleurs s'abat en retour. Des centaines de projectiles tambourinent méthodiquement sur la tourelle. Le son se fond en un sifflement d'acier continu, obsédant, qui pénètre sous la boîte crânienne et racle les derniers restes de raison. « Ils sont cloués au sol, les crevures !» expire le chef de char en relâchant la détente. Le canon de la mitrailleuse est chauffé au rouge cerise. La chaleur lui roussit les sourcils. Le silence n'existe pas. À l'extérieur, les obus de 37 mm continuent d'exploser en un tir de saturation. À l'intérieur, règne le vide du choc blastique. Le pilote reste immobile, sa main gauche mutilée, crispée sur le levier d'embrayage. Le sang s'écoule de ses tympans percés le long de son cou crasseux. Il n'entend rien. Il ne perçoit que la vibration continue du métal agonisant. « Température d'huile !» hurle le tireur en désignant le tableau de bord. « Le moteur bourre !» L'aiguille du thermomètre s'affole dans la zone rouge. Le système de refroidissement ne suffit plus. Si le diesel serre, ils deviendront un tombeau d'acier immobile. « Reste dans les tours, ne coupe pas !» ordonne le lieutenant. « Si on baisse les gaz, on ne repartira jamais. » Respirer devient une agonie. Le pourvoyeur arrache un chiffon sale de son cou et le plaque sur sa bouche. Le tissu s'imbibe instantanément du sang de ses lèvres éclatées. Sa poitrine halète. L'organisme cherche désespérément de l'oxygène dans cette chambre à gaz. L'asphyxie lui monte à la gorge comme une boule visqueuse. Chaque nouvel impact résonne jusque dans la moelle épinière. La vibration broie les articulations, effrite les dents. Les douilles vides teintent sur le plancher métallique. Ils en ont jusqu'aux chevilles. Le pourvoyeur glisse sur le laiton brûlant, tombe face contre la culasse inerte, s'ouvre l'arcade sourcilière, mais ne lâche pas un cri. Il serre les dents et rampe vers les chargeurs de rechange. À l'extérieur, les Allemands resserrent le cercle. Un nouveau groupe rampe dans une ornière sur le flanc gauche. Il porte un lance-flamme. Un seul jet dans la fente d'admission d'air et l'équipage brûlera vif. Le canon est hors service. La mitrailleuse coaxiale ne peut atteindre ce secteur. La situation est critique. « À gauche, pivote, écrase-les !» hurle le chef de char
en frappant l'épaule du pilote sourd. Le pilote sent le coup. Les réflexes agissent plus vite que la pensée. Il tire le levier gauche à fond en écrasant l'accélérateur. Le diesel d'une tonne rugit, crachant une suie noire. La chenille gauche se bloque, la droite broie la boue avec fureur. La masse d'acier pivote brusquement. Les écrans de blindage balaient les restes d'un mur de briques au bord de la route. Le char fait un bond en avant, brutal. Le servant du lance-flamme n'a pas le temps de lever son réservoir. La large chenille enfonce le corps dans le sol gelé. Le craquement des os est couvert par le vacarme du moteur. Puis, dans un claquement sec, le mélange incendiaire explose. Un éclair orange lèche le flanc blindé sans entamer le métal. L'engin recule dans un fracas métallique. L'équipage ne tient que par une rage primitive. Ils ont oublié leur nom, oublié leur vie. Il ne reste que la fente de l'épiscope, l'odeur nauséabonde de la poudre et la haine. Les hommes sont devenus les rouages indissociables de cette machine de mort. Le fracas leur fend le crâne. 51e impact, 52e, 53e. Le chef de char tient ce décompte de fer à chaque vibration qui résonne dans ses poumons. 53 coups au but, un chiffre qui défie les lois de la physique. Aucune perforation de part en part, mais l'engin est atrocement mutilé. Il meurt lentement sous un feu croisé. Le blindage artisanal, soudé dans l'obscurité par des hommes exténués, finit par lâcher. La fatigue du métal l'emporte. Un déchirement sec couvre la canonnade. Les cordons de soudure claquent l'un après l'autre comme des cordages qui rompent. Une plaque d'acier de près de 300 kilos s'écarte lentement du blindage principal. L'interstice s'élargit, exposant les entrailles de la machine. La mort s'engouffre dans la plaie. Nouveau tir d'une pièce de 50 mm. L'acier frappe pile dans la fente. L'obus traverse la couche d'air et s'encastre dans le blindage d'usine, s'y enlisant comme une tique d'acier géante. À l'intérieur, le pourvoyeur fixe, fasciné, la boursouflure incandescente qui croît sur la paroi. Le métal exhale une chaleur lourde. La mort est figée à quelques centimètres du râtelier à munitions. Si la fusée s'active au prochain choc, le char se transformera en fosse commune instantanée. Le pourvoyeur se détourne brusquement. Il enclenche un nouveau disque dans la mitrailleuse. Ses doigts laissent des empreintes sanglantes sur l'acier. La peur a disparu. Ses fonctions cérébrales supérieures s'effacent devant le besoin mécanique de continuer à tirer. L'ennemi change de tactique. Les artilleurs allemands comprennent l'inutilité de viser la tourelle. Ils abaissent leurs tubes. L'exécution méthodique du train de roulement commence. La terre bouillonne sous les explosions. Les éclats hachent impitoyablement les patins des chenilles. Un impact sourd ébranle la caisse. C'est le bruit terrifiant d'une structure qui se brise. La chenille gauche rompt. Le fracas de l'axe d'acier qui vole en éclats résonne dans la colonne vertébrale du pilote comme une fracture ouverte. La large bande d'acier glisse du barbotin et s'étale mollement dans la boue. L'engin pique du nez, le flanc gauche affaissé. Le diesel hurle, s'étouffant sous un flot de carburant. La chenille droite continue de brasser la terre, faisant pivoter le char mutilé sur lui-même. Le pilote, aveuglé, tire instinctivement sur les leviers. C'est peine perdue. Le lien avec le sol est rompu. « Chenille gauche foutue, on est immobilisé !» expire le pilote, crachant un caillot de sang noir sur le tableau de bord brisé.
Le géant de 47 tonnes s'immobilise au milieu du carrefour. Il devient un blocos, une cible statique idéale. Les Allemands cessent leur mouvement. Ils mettent leurs pièces en batterie, méthodiquement, savourant l'anéantissement du fauve paralysé. Les servants poussent leurs canons toujours plus près. Dans la tourelle, l'air manque cruellement. Les poumons brûlent. Le lieutenant ne laisse pas le silence s'installer. « Tourelle à 3 heures. Infanterie derrière les camions. » Sa voix est froide, dénuée de panique. Juste l'algorithme implacable de la survie. Le tireur frappe le commutateur. Le circuit de secours s'éveille dans un bourdonnement laborieux. La tourelle commence à pivoter, broyant dans un grincement atroce les éclats coincés dans son chemin de roulement. Le char est immobilisé, mais il est vivant. Le tube inerte continue de suivre ses cibles, inspirant une terreur animale par sa seule silhouette. La mitrailleuse brûlante est prête. Le combat entre dans une phase d'épuisement absolu. Le métal a encaissé tout ce qu'il pouvait. C'est maintenant au tour de l'endurance humaine. Le disque de la mitrailleuse produit un clic sec. Le percuteur frappe à vide. Le pourvoyeur tâtonne sur les râteliers. Ses doigts ne rencontrent que le vide et une poussière de cuivre rugueuse. La dernière douille roule sur le plancher. La dotation est épuisée. Jusqu'à la dernière cartouche, l'engin a perdu ses dents. Un vide de mort s'installe. Le sifflement d'un traumatisme crânien fore les tympans, couvrant même le fracas extérieur. L'air est un mélange huileux de gasoil, de caoutchouc brûlé et de calamine. Le lieutenant s'affaisse sur la culasse. Le sang inonde son œil gauche, tombe en lourdes gouttes sur son col. Son cœur bat par à-coups douloureux. En bas, le pilote ne donne plus signe de vie, effondré sur ses leviers. À l'extérieur, le métal grince contre le blindage. L'infanterie ennemie s'est enhardie. Les soldats grimpent sur la plage arrière, leurs bottes martelant les grilles des radiateurs. On perçoit leur voix à travers l'acier. Ils préparent les charges creuses. Il ne reste que quelques secondes avant que l'explosion ne calcine l'habitacle. Le lieutenant relève la tête. Son regard est trouble, mais sa décision est prise. Sa main cherche la sacoche à sa ceinture. Ses doigts serrent le corps en fonte d'une grenade F1. 600 grammes de mort concentrée. Ce n'est pas une arme de victoire, mais l'ultime instrument d'une destruction partagée. « La trappe !» croasse le chef de char. Seule une toux sanglante et des lambeaux de mousse rose s'échappent de sa bouche. Le tireur comprend. Il pèse de tout son poids sur le verrou du tourello. Le blindage rapporté a monstrueusement alourdi le capot. Le métal cède dans un grincement qui déchire les nerfs. La lourde plaque bascule en arrière. L'air automnal s'engouffre dans la chambre à gaz. Le choc thermique provoque un spasme convulsif. Le chef de char se lève, ses jambes tremblantes. À la seule force des bras, il se hisse hors du panneau brûlant. La peau de ses paumes éclate, mais il ne sent rien. Le tankiste émerge jusqu'à la taille. Autour de lui, la brume, les cratères et des dizaines de soldats ennemis agrippés à sa machine mutilée. Les Allemands se figent. Ils lèvent les yeux et voient un homme supplicié. Des volutes de fumée surgit cette silhouette au visage noirci par la suie, l'huile et le sang coagulé. Son uniforme n'est plus qu'un amas de haillons saturés de pourpre. Le lieutenant lève lentement la main droite, haut au-dessus de sa tête. La grenade, lourde et quadrillée, est enserrée avec une force désespérée dans son poing ensanglanté.
Sa main gauche se pose sur l'anneau d'acier de la goupille de sécurité. Son pouls saccadé, frénétique, cogne comme un marteau-piqueur contre ses tempes. L'air glacial s'échappe en sifflant de ses poumons perforés. « Approchez !» rugit le lieutenant. Ce n'est plus une voix humaine. C'est un cri rauque, déchirant. Une menace qui éventre le silence du matin givré. Les doigts de sa main gauche arrachent la goupille d'un geste sec. Le mince anneau de métal pend à son doigt avec un léger tintement. La cuillère de sécurité reste écrasée dans sa paume jusqu'au craquement des articulations. Qu'il relâche sa pression d'1 millimètre et 3 secondes plus tard, le corps de fonte volera en 300 éclats mortels, balayant l'infanterie ennemie du blindage et faisant détonner instantanément les vapeurs de carburant des réservoirs internes. Personne n'en réchappera. La tension nerveuse est à son comble. C'est un bluff désespéré, à la lisière du suicide. L'homme et la machine mutilée ont fusionné en un seul monolithe. Le lieutenant se tient immobile dans l'écoutille ouverte, fouetté par un vent polaire cinglant, prêt à emporter dans le néant quiconque fera un pas de plus. Le temps s'arrête net. Les secondes s'étirent comme une corde raide, vibrante d'une tension extrême. Un Oberleutnant de la Wehrmacht se fige à 10 pas du colosse d'acier défiguré. Son regard perçant bute sur le visage noirci, couvert de sang frais, du commandant soviétique. Sous ce visage, le corps quadrillé d'une grenade défensive F1. La goupille est déjà arrachée. La mort ne tient qu'aux doigts crispés d'un homme à bout de force. L'officier allemand a traversé toute l'Europe au pas de course. Il sait calculer froidement les pertes tactiques. Il ne voit pas seulement devant lui un char lourd immobilisé, canonné à bout portant. Il voit une volonté absolue, irrationnelle, de mourir en emportant immédiatement quiconque fera un pas imprudent. L'arithmétique de la guerre se brise contre l'obstination humaine. L'infanterie allemande recule d'instinct. Les bottes cloutées des soldats glissent convulsivement sur la boue gelée de l'automne. Personne ne veut brûler vif dans le rayon d'action de centaines d'éclats de fonte et de réservoirs explosants pour un morceau de ferraille inerte. L'officier voit les carcasses de ses chars de tête éventrées par des explosions internes. Il voit la tourelle arrachée du char de pointe. Le prix payé pour ce carrefour de terre battue est déjà catastrophique. L'Oberleutnant lève lentement la main droite, gantée de cuir gris, en évitant tout mouvement brusque. Un ordre court, sec, guttural, déchire l'air matinal. C'est l'ordre de repli immédiat. Les mécaniques d'acier de l'ennemi font marche arrière. Les chars moyens allemands rescapés reculent maladroitement. Les conducteurs tirent nerveusement sur les leviers, terrifiés à l'idée d'exposer leurs flancs vulnérables à un tir hypothétique. Les larges chenilles brassent la bouillie glacée dans un bruit de succion, s'enfonçant profondément dans les ornières remplies d'eau noire. Les moteurs hurlent, crachant d'épais nuages d'échappement grisâtres dans le ciel sombre. L'infanterie bat en retraite précipitamment, trébuchant sur l'équipement abandonné. Les soldats ne cessent de se retourner vers le tankiste, immobile et ensanglanté dans son écoutille. L'ennemi abandonne totalement le champ de bataille. Le point de rupture psychologique est franchi. Le froid calcul tactique capitule devant la fureur humaine imprévisible. Le vrambissement des moteurs allemands se dissout peu à peu dans l'épais brouillard matinal. Le carrefour plonge brusquement dans un silence lourd, sépulcral. Seul le métal déchiré des engins détruits émet quelques cliquetis secs en refroidissant. Le commandant laisse échapper un long râle.
Les doigts de sa main gauche sont bloqués par une crampe musculaire. Au prix d'un effort immense, il réinsère la tige de la goupille dans l'allumeur de la grenade. Il desserre lentement les phalanges engourdies de sa main droite. La lourde grenade tombe avec un bruit sourd sur le plancher du compartiment de combat, jonché de douilles. Le contre-coup de l'adrénaline le frappe brutalement, laissant place à une faiblesse paralysante. Ses genoux se dérobent. Le lieutenant s'affaisse lourdement sur le blindage brûlant, maculant la suie noire du sang artériel qui coule de son front entaillé. « Ils sont partis », lâche le commandant d'une voix rauque entre ses dents. « On évacue le char, direction la forêt. » À l'intérieur de la tourelle défigurée, un mouvement fébrile commence. Le pointeur et le pourvoyeur extraient, dans un gémissement d'effort, le corps inerte du pilote mécanicien de dessous la culasse massive. Il est totalement inconscient. Son visage n'est plus qu'une plaie sanglante, criblée par les éclats du triplex brisé. Sa respiration est saccadée, superficielle. Chaque secousse lui arrache un gémissement sourd. Impossible de rester en position découverte. Les Allemands vont inévitablement reprendre leurs esprits, amener de l'artillerie lourde et pulvériser le char immobile depuis une distance de sécurité. Il faut gagner immédiatement le couvert de la lisière forestière. Le pourvoyeur saute lourdement sur la chenille gauche déchiquetée, étalée au sol. Le métal lui brûle la plante des pieds, même à travers les semelles épaisses de ses bottes. Il sort d'un coffre de bord cabossé un pot de minium de fer épais. Cette peinture rouge toxique est destinée au traitement d'urgence de la rouille. Il trempe un morceau de chiffon huileux dans le pot et s'approche du glacis frontal martyrisé. Le métal est affreusement labouré par de profonds cratères, causés par les impacts directs des obus perforants allemands. Les plaques de surblindage artisanal sont de travers. Les soudures grossières ont lâché, exposant des bords d'acier déchiquetés. D'un geste large, le pourvoyeur trace sur l'acier qui refroidit de grandes lettres irrégulières. La peinture épaisse s'étale, coule en longues traînées, rappelant de manière obsédante du sang frais. C'est le point final de ce combat féroce. Une épitaphe courte, tranchante, pour ce métal invaincu. Assemblé à partir des morts, impossible à tuer. Un simple constat de ce qui s'est accompli. Un avertissement brutal pour les ingénieurs ennemis qui viendront bientôt mettre en main, étudier ce phénomène de résistance des matériaux. Le pourvoyeur jette avec force le chiffon imbibé de minium rouge dans la boue noire. La marche nocturne épuisante commence. 4 hommes à bout de force quittent l'abri de leur blindage pour s'enfoncer dans la steppe gelée. Le pilote ensanglanté pèse de tout son poids mort sur les épaules du pointeur et du pourvoyeur. Le commandant marche 10 pas devant, serrant son unique pistolet Tokarev et son chargeur de rechange jusqu'à s'en blanchir les phalanges. Les lignes arrières de l'ennemi grouillent tout autour. Les moteurs des camions allemands vrombissent sans interruption sur les routes de terre parallèles. À l'ouest, le ciel s'illumine par intermittence des lueurs blafardes des fusées éclairantes. Sous leurs pieds, la terre se transforme en un marécage glacé impraticable. Chaque pas exige un effort surhumain, drainant les derniers restes de force vitale. La boue automnale aspire avidement les bottes des soldats jusqu'aux chevilles, menaçant d'arracher les chaussures de leurs pieds engourdis. L'eau glacée s'infiltre par les fissures du puits rusé, brûlant leur peau d'un froid insoutenable. Un instinct de survie animale leur serre la gorge. Chaque branche sèche qui craque, chaque sifflement du vent dans les arbres nus, les force à se figer et à se jeter face contre terre dans l'herbe mouillée. Ils progressent par bons cours, d'un cratère à l'autre. Leur respiration
n'est plus qu'un sifflement rauque. Leurs muscles brûlent sous l'effet de l'acide lactique. La douleur physique s'efface devant la peur primitive, paralysante, d'être repérés. La nuit d'automne semble éternelle. Ils pataugent avec de l'eau jusqu'aux genoux, s'orientant uniquement au grondement lointain de la canonnade à l'est. La lumière crue d'une ampoule de 100 watts agresse leurs pupilles enflammées. Leurs yeux pleurent. Une douleur vive leur transperce les globes oculaires jusqu'à la nuque. L'air de l'abri souterrain est saturé d'une odeur épaisse de tabac de mauvaise qualité, d'écorce de pin humide et de corps mal lavés. Après l'enfer glacé de la steppe, cette chaleur étouffante est asphyxiante. Le passage de la ligne de front s'est fait sans un coup de feu. Les patrouilles d'infanterie amies ont accueilli ces ombres surgies de la nuit par le cliquetis des culasses et des jurons brefs. Leurs armes ont été immédiatement saisies. Ces hommes mutilés ont été descendus sous bonne escorte dans les profondeurs de la terre. Le système ne croit pas les survivants. Sortir d'un encerclement sans sa machine de combat est automatiquement assimilé à de la désertion. Le commandant est assis lourdement sur un tabouret instable. Ses mains pendent sans force entre ses genoux. Face à lui, derrière une table de fortune, l'enquêteur reste immobile. Il porte une vareuse propre, repassée. Ses pattes d'épaule bleues sont impeccables. Son visage est rasé de près. Cet ordre parfait semble être une insulte directe au carnage sanglant qu'ont vécu les tankistes ces dernières 24 heures. Dans un coin du bunker, à même le sol, le pilote mécanicien râle péniblement. On ne laisse pas entrer les infirmiers. L'interrogatoire a la priorité absolue sur la survie. L'enquêteur dévisse lentement le bouchon en bakélite d'un petit flacon de verre. L'odeur âtre de l'ammoniac envahit instantanément l'espace exigu. L'enquêteur tend le flacon en silence. Le commandant prend une brève inspiration. Le choc des sels éclaircit son cerveau embrumé par la commotion. Un spasme lui serre la gorge. Le lieutenant est pris d'une toux lourde, crachant un caillot de sang noir sur le sol. « Où est la machine, lieutenant ?» La voix de l'enquêteur est monocorde, dénuée d'émotion. Le son écorche l'oreille comme un clou rouillé sur du verre. « Laissez au carrefour, près de la côte », lâche le commandant d'une voix rauque en avalant sa salive salée. « Abandonné en état de marche, chenille gauche détruite, galets de roulement brisés, munitions épuisées jusqu'au dernier obus. La machine a perdu sa mobilité et sa capacité de feu. » L'enquêteur se saisit d'un fin crayon à papier. Il se met à tapoter méthodiquement le bout émoussé contre le plateau de la table. Ce tapotement régulier compte les secondes qui les séparent d'un peloton d'exécution. Vous prétendez avoir contenu seul l'avance d'une colonne motorisée ennemie pendant 4 heures. Vous affirmez avoir détruit 3 chars moyens de la Wehrmacht. Vous rapportez 53 impacts directs d'obus perforants sur votre char, sans aucune perforation de blindage. L'enquêteur cesse brusquement de tapoter. Le crayon se fige. C'est physiquement impossible. Un canon de 88 mm allemand transperce le glacis d'un char lourd KV-1 à 1 km de distance. 53 impacts vous auraient réduit en cendres. Vous mentez, lieutenant. Vous avez abandonné le matériel de combat qui vous était confié devant des forces ennemies supérieures et vous vous êtes enfui lâchement. C'est le tribunal, le peloton d'exécution devant les troupes. Les 2 gardes près de la porte changent de pied de concert.
le cuir de leurs bretelles grince. La menace prend une consistance physique. La tension dans le bunker atteint son point critique. Le pourvoyeur, debout contre la paroi de rondin, vacille d'épuisement, mais sa main se serre instinctivement. Le commandant lève lentement son regard pesant sur l'enquêteur. Il n'y a aucune peur dans ses yeux. Un homme qui s'est tenu avec une grenade dégoupillée dans l'écoutille d'une machine brûlante n'est plus capable de craindre les menaces de bureau. Le lieutenant glisse lentement sa main droite sous sa vareuse déchirée. Les gardes épaulent instantanément leurs fusils. Le bruit des culasses résonne. Le commandant n'y prête aucune attention. Ses doigts ensanglantés sortent d'une poche intérieure un carnet huileux, froissé, à la couverture cartonnée. D'un geste sec, le carnet s'abat avec un claquement lourd sur les planches rugueuses de la table, juste devant l'enquêteur. « Ouvrez !» siffle le commandant. L'enquêteur grimace de dégoût, mais pousse la couverture du doigt. À l'intérieur, pas de journal intime, ni de lettres. Les pages sont couvertes de colonnes de chiffres et de croquis au crayon. C'est le journal de bord. Regardez la deuxième page. Calcul des masses, blindage additionnel. L'enquêteur baisse les yeux sur le papier. Une écriture régulière décrit la formule de répartition de l'énergie cinétique. Les dimensions exactes des plaques d'acier prélevées sur des chars légers, détruits, sont indiquées. Le schéma des soudures est dessiné en détail. L'épaisseur de l'espace d'air obligatoire entre le blindage principal et les plaques de surblindage est soulignée en gras. Ce n'est pas une justification. C'est un protocole technique de survie, froid et précis. La preuve mathématique d'un combat impossible. Une percée d'ingénierie fixée au graphite sur du papier sale. L'enquêteur parcourt rapidement les lignes de formule. C'est un ancien étudiant d'un institut technique. Il comprend parfaitement le langage de la géométrie et de la résistance des matériaux. L'espace d'air. La déstabilisation de l'obus avant le contact avec le blindage principal. La dissipation de l'énergie. Les pièces du puzzle s'assemblent. La logique d'acier du croquis brise net l'acte d'accusation. Le fait l'emporte sur la paranoïa bureaucratique. Un long silence pesant s'installe dans le bunker. On n'entend plus que la respiration pénible du pilote blessé. L'enquêteur referme lentement le carnet. Il le repousse avec soin vers le bord de la table. Le visage de l'officier de la section spéciale n'exprime aucune émotion. Il n'y aura pas d'excuse. Le système ne reconnaît pas ses erreurs. Il se contente de corriger son algorithme. « Les infirmiers ici !» lance l'enquêteur aux gardes en désignant le pilote. « Le conducteur au poste de secours. Les autres, à l'épouillage. Puis toucher une ration de campagne pour 24 heures. » L'enquêteur prend une feuille vierge. Son crayon se met à crisser, rédigeant une nouvelle affectation. Un convoi de réserve est arrivé en gare. Vous recevrez une nouvelle machine lourde. L'équipage sera complété par des renforts. Demain, à 6 heures, vous vous déplacerez sur la ligne de défense près du nœud ferroviaire. L'ordre est clair ? Le commandant récupère le carnet huileux sans un mot. Il le cache à nouveau sous sa vareuse. L'exploit surhumain, qui a coûté des litres de sang et des nerfs brisés, se dissout dans la fumée âcre des cigarettes. Pas de citation, pas de discours solennel. Juste un papier sec avec une nouvelle destination pour l'enfer. Le rempart indestructible n'est devenu qu'une ligne dans un rapport. Les hommes retournent au front, redevenant des rouages anonymes de la colossale machine de guerre. Le commandant se lève lourdement et, sans un adieu, s'enfonce dans le couloir sombre de la tranchée. La routine continue.
L'engrenage exige du sang neuf. Le brouillard gris du matin se retire à regret du carrefour, labouré par les explosions. Les bords déchiquetés des cratères se remplissent d'une eau glacée. Le silence cristallin du champ de bataille est éventré par un cliquetis lourd. Les engins de dépannage allemands sortent lentement de la lisière du bois. Les patrouilles de tête de la Wehrmacht avancent prudemment, serrant leurs pistolets mitrailleurs. Les bottes cloutées font craquer la pellicule de glace, écrasant les douilles de laiton. Les soldats rentrent instinctivement la tête dans les épaules. Au centre du carrefour se dresse un monolithe colossal et défiguré. Le char soviétique de 47 tonnes est figé comme un bloc de pierre. Le diesel se tait, le canon est abaissé. Le minium de fer rouge sur le blindage frontal a fini de sécher, incrustant définitivement son inscription brutale dans le métal supplicié. Une commission spéciale d'ingénieurs de l'état-major encercle la machine. Les spécialistes allemands sortent de lourds pieds à coulisses et des mètres pliants. Les instruments s'enfoncent avec un grincement dans les profonds cratères des plaques de surblindage. Les officiers du renseignement technique consignent les dommages avec une minutie pédante. La froide mathématique de l'école allemande de construction de chars se heurte à une anomalie absolue. Les ingénieurs comptent exactement 53 impacts directs d'obus perforants de 50 mm. 53 coups d'une puissance destructrice phénoménale. L'habitacle du char est resté parfaitement intact. Pas une seule perforation du compartiment de combat. Pas un seul trou dans le compartiment moteur. Un ingénieur de haute taille glisse la main dans l'interstice béant entre le blindage d'usine et la plaque d'acier soudée de manière artisanale. Le poids de cet écran rapporté n'est pas inférieur à 280 kg. Ses doigts, dans leurs gants de cuir gris, tâtent une cavité interne, une couche de vide, l'espace d'air. Le visage de l'ingénieur perd ses couleurs. Il comprend soudain l'essence de cette solution brute, mais diaboliquement efficace. L'obus perce la première barrière, perd son énergie cinétique, se déstabilise dans le vide et frappe impuissant la carapace principale comme un simple bloc de tungstène émoussé. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un calcul d'ingénierie froid et précis. Une idée réalisée par des mains ensanglantées quelques heures avant une mort inévitable. Le soir même, le télétype de l'état-major du groupe d'armée crépite une dépêche urgente. La bande de papier perforé sort de l'appareil, actant une panique documentaire. Le texte du rapport est sec. Les Russes ont utilisé un nouveau type de char lourd avec un blindage composite multicouche. Les canons anti-chars standards de 37 et 50 mm sont totalement impuissants. Nécessité immédiate d'engager des pièces de DCA en tir tendu sur tous les secteurs de percée. La machine analytique ennemie lance l'engrenage de la peur. Le mythe du rempart soviétique invulnérable naît de l'épuisement et d'un morceau de ferraille morte, intelligemment soudé. Le choc brutal et métallique d'un verrou déchire le temps. Le changement d'époque résonne dans le glissement d'une étagère lourde. Année 2000. Sous-sol des archives centrales du ministère de la Défense. Des rangées infinies d'étagères métalliques grises se perdent dans la pénombre. L'air est extrêmement sec, imprégné d'une odeur de vieux papier et de décomposition. La guerre mondiale s'est transformée depuis longtemps en une statistique froide, coulée dans le bronze et enterrée sous des mètres de béton. Un chercheur solitaire est assis à une table instable, sous une lampe fluorescente qui bourdonne. Sur la surface rugueuse repose une chemise cartonnée usée. À l'intérieur se trouvent les documents d'une brigade de chars de l'automne 1941.
Le chercheur ouvre la couverture avec précaution. L'odeur du temps arrêté lui monte aux narines. Parmi les ordres de retraite jaunis, les rapports de perte écrits au papier carbone et les listes d'exécution, se trouve un objet étranger. Un carnet froissé, à la couverture cartonnée épaisse. Il est imprégné d'huile de machine incrustée. Dans le coin inférieur droit, une tache sombre de sang séché s'est figée. C'est le journal de bord du commandant, jeté sur la table d'un officier de la section spéciale dans un bunker humide. Un artefact qui a sauvé 5 hommes du peloton d'exécution et qui a été oublié par le système pendant des décennies. Ses doigts tournent délicatement les pages fragiles. Le trait de crayon a presque disparu, mais les contours nets des croquis ressortent avec une précision extrême. Formule de répartition de la masse des écrans d'acier, angle d'inclinaison, schéma de pose des cordons de soudure, distance de l'espace d'air entre les plaques d'acier homogènes laminées, calculées au millimètre près. Ce ne sont pas les croquis désordonnés d'un tankiste acculé. C'est le principe fondamental du blindage composite qui a devancé la pensée technique mondiale de plusieurs décennies. L'idée est née sous une pluie d'éclats brûlants. Un mécanisme de survie créé par des hommes dont la volonté s'est avérée bien plus solide que n'importe quel acier allemand. Le regard du chercheur se fixe sur une courte note dans la marge. Les colonnes de chiffres s'interrompent sur l'empreinte d'un pouce sale et maculé. La trace sanglante d'un homme à jamais dissous dans l'infinie boucherie du front de l'Est. Le système a englouti leur nom. Les corps des tankistes anonymes se sont mêlés depuis longtemps à la terre gelée. La lumière fluorescente inonde la table des archives. Le chercheur referme la lourde chemise. Le schéma de soudage des plaques de métal avec l'espace d'air calculé a été retrouvé.